Bonjour, ici Micheline Bourque, sommet du livre Affaires 2016. On a aujourd'hui deux Français parmi nous, rien de moins. On va parler avec Laurence Body, qui est à Paris et qui est l'auteur d'un livre très intéressant sur un sujet vraiment pertinent qui s'appelle l'expérience client. Et la personne que j'ai invitée pour faire l'entrevue avec elle et moi, c'est nul autre que Monsieur Dimitri Coll, qui est très connu ici au Québec et qui s'y connaît énormément, je dirais même, puis il va le confirmer que c'est une passion pour lui, ce sujet. Donc, c'est vraiment un lecteur très avisé qu'on a eu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas nos invités, on va prendre quelques instants pour les présenter. Je vais commencer par notre auteur invité, Madame Body. Dites-nous, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour et merci de m'inviter à ce sommet du livre d'affaires. En fait, voilà, je suis Laurence Body, donc experte en expérience client, et j'ai tout un parcours en innovation produit et innovation dans le monde des services. Et en 2011, j'ai créé X plus M, qui est une agence d'innovation par l'expérience client, qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans leur projet de transformation et de conception d'expériences enchantante. Voilà. Excellent, merci. On reviendra plus tard, bien sûr, pour qu'on découvre le livre. Je me permets, par contre, c'est pas votre premier ouvrage, c'est pas votre seul ouvrage, Madame Baudet, hein? Oui, j'ai un parcours dans l'innovation sensorielle précédemment à cette expérience, donc autour de l'expérience client justement. J'ai travaillé donc chez Adrian, qui est en France, qui est le leader de l'analyse sensorielle et des études consommateurs, donc très focalisé sur l'innovation. Et j'ai écrit un livre avec Agnès Giboro, qui est la directrice de la recherche à l'Institut Paul Bocuse, qui est très connu en France, qui s'intitule Marketing sensoriel, tout simplement, et qui a été publié aux éditions Vuibert, deuxième édition 2012. Excellent, félicitations. Alors maintenant, Dimitri, on est prêt. Oh, parce qu'on se connaît, Dimitri. Présentez-vous, Dimitri. Dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Donc, comme vous l'avez dit, je suis d'origine française, mais ça fait plus de 20 ans que je vis au Québec. Mon parcours, après une scolarité au HEC, j'ai eu l'opportunité de travailler pour beaucoup de grandes entreprises québécoises, que ce soit Québecor, Vidéotron, Hydro-Québec, même la Banque nationale, pour lesquelles j'ai eu l'opportunité de faire de la stratégie, du marketing, de la gestion de produits, mais essentiellement de l'expérience client, des implantations de projets d'expérience client, du design d'expérience client. Et depuis quelques mois maintenant, je suis Head of Airport Service Quality, donc chez ACI, qui est l'Association mondiale des aéroports, et j'accompagne les aéroports à améliorer les expériences clients dans les aéroports, notamment par des benchmarks d'expérience client au travers le monde. Parallèlement à tout ça, depuis une dizaine d'années, j'enseigne également le marketing, la recherche commerciale au HEC. Donc j'ai un profil un petit peu mixte. J'enseigne, mais également je suis un praticien de l'expérience client. OK. Alors, un grand travaillant, un grand passionné du marketing, maintenant expérience client. Et je donne une prédiction, ma petite boule de cristal me dit qu'un jour, Dimitri aussi va écrire un livre. Alors, avant d'aller dans le livre, parce que je vais céder pas mal la parole à Dimitri qui connaît très bien le sujet, comme vous pouvez comprendre, mais peut-être que Madame Baudet, vous pouvez tout simplement nous présenter votre livre. Hein? Quelqu'un qui ne connaît pas votre livre, de quoi il s'agit-il? On connaît le nom, là, mais un petit peu plus en détail. Alors, c'est un livre, en fait, qui est issu de 3 ans d'expérience, donc depuis que j'ai créé X plus M, avec mes clients, donc qui est la somme, la synthèse de tout le travail qu'on a réalisé, qui nous a permis de modéliser donc cette approche en 7 étapes qui s'appelle les 7 C. Donc des clients, des industriels, des services qui nous ont fait confiance dès le début de la création de la société, dont Cofidis, dont le groupe La Poste, dont Securitas, Leroy Merlin, Monoprix, etc. Et qui nous a permis de concevoir donc une approche pour designer l'expérience et la déployer dans l'organisation pour au final la mesurer. Donc c'est la somme de ces expériences qui théorisées nous a permis de d'écrire ce livre. 1 an et demi d'écriture à deux, donc Christophe Talek et moi-même, qui est mon partenaire designer de service, et Pierre Dems également de Haut Conseil, qui nous a aidés sur la réalisation de certains outils. Excellent. Alors, Dimitri, est-ce que vous êtes prêt? Vous êtes prêt pour une première question? Avant de commencer par une question, moi aussi, j'aimerais bien un peu à ma façon
à introduire, présenter le livre. Moi, je l'ai lu, c'est rigolo, je l'ai relu avec une double perspective, français d'origine, mais également québécois, nord-américain. Et j'essaie en le lisant, de regarder un peu la place qu'il prenait, la place, comment il se positionnait, parce que je lis beaucoup de choses en expérience client, donc des livres, des articles scientifiques, des articles un petit peu plus affaires, business. Et ce que je trouvais intéressant, en tout cas de ma petite expérience, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'un livre en français comme ça, personnellement, j'en ai jamais vu. C'est la première fois. Alors peut-être qu'il y en a en France, peut-être qu'il y en a ici, j'ai pas la. Mais je lis beaucoup en anglais pour ce genre quand on parle d'expérience client, la littérature est davantage anglophone. Donc premièrement, je trouvais ça intéressant d'avoir la chance d'avoir un ouvrage francophone. C'est toujours donc déjà juste pour ça, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'avoir sa place. L'autre chose, comme on dit, pour moi, c'est un bel ouvrage introductif puisqu'il est capable de, quand on le lit, quand on regarde au travers le modèle, les 7C, mais également quand on le lit, on voit qu'il ratisse entre guillemets très large, dans le sens, il part vraiment de l'introduction de qu'est-ce qu'est l'expérience client, qu'est-ce que n'est pas l'expérience client, jusqu'à, naturellement, l'expérience client, on va en parler avec les 7C, également le suivi, la mesure, avec certains indicateurs dont on parle énormément sur le marché, à tort ou à raison pour certains, et la culture. Donc, premièrement, je trouve ça intéressant parce que c'est ambitieux de couvrir tout ça et je pense que quand on parle d'expérience client, au moins pour une introduction, il faut être en mesure de réaliser du début à la fin ce que c'est. Après, c'est sûr qu'on peut volontairement, au travers des références qu'il y a là ou d'autres références, parce qu'il y a une multitude de références, vouloir creuser chacun des éléments. Premier élément. Donc, pour ça, je trouve ça très, très intéressant. Et je pense qu'en tant que tel, il trouve sa place juste pour le fait qu'il soit en français, déjà, qui était un manque sur le marché selon moi, et le fait vraiment qu'on a une intégration complète de l'expérience client. Donc alors, ça, c'était ma petite introduction. On arrête l'entrevue, le livre a été vendu, c'est vendu. Non, excellente introduction. C'est intéressant, j'espère pour vous, Madame Wally, d'avoir quand même un feedback de lecteur comme ça, surtout d'un expert. Puis je partage aussi beaucoup de ce que Dimitri a dit, le fait d'avoir un livre sur ça en français. Je pense que c'est un des uniques. Alors, on continue, Dimitri, c'est très, très bon, oui, très bon. Suite à votre introduction, où je voyais un petit peu votre bagage professionnel, vos expériences, c'est sûr que je sens certainement que vous avez eu la même réflexion que moi. Qu'est-ce qui incite ou qu'est-ce qui motive à faire ce genre de livre en ce moment en France, mais également, je pense que la réalité doit être similaire à celle du Québec par rapport à la littérature anglophone. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu davantage qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que je comprends vos expériences, mais l'écriture d'un livre, même si on en a écrit plusieurs autres auparavant, c'est quand même en soi, c'est un accomplissement personnel. Oui, alors vous l'avez dit très clairement, il n'existait pas de livre de ce genre en France, essentiellement dans la littérature anglo-saxonne et plus précisément américaine. Je pense au livre de Kerry Bodin, Outside In, qui était le premier à modéliser une approche autour d'un certain nombre d'étapes. Il y a également des auteurs anglais qui ont aussi fait des tentatives de modélisation, mais en français il y avait rien du tout. Et naturellement, en fait, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est naturellement le fait de vouloir poser sur le papier des théories, des principes, des convictions, et puis de dire en quoi j'étais pas d'accord avec ce qu'on trouvait habituellement en termes de définition de l'expérience client. Il y a une grosse confusion en France autour de l'expérience client. C'est un terme qui est vraiment polysémique et qu'on utilise à tort et à travers pour désigner des notions très différentes comme le CRM, le marketing client, la relation client, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait une nécessité de clarification, voilà, et de synthèse. Donc c'est ce qui m'a amené à écrire ce livre et j'ai appris en marchant, en écrivant réellement. Ça m'a permis de creuser, d'avancer, de challenger mes théories, etc. Voilà. Je partage tout à fait votre opinion parce que quand on regarde l'expérience client, c'est tellement galvaudé. Ça peut être le CRM, ça peut être le centre d'appel qu'on a rebaptisé expérience client. Et ce qui est intéressant également, c'est culturellement, quand on regarde, moi j'ai la chance en ce moment de parcourir un petit peu le monde comme vous le disiez, et on voit que la notion d'expérience client est quand même très culturelle. Si on va en Amérique du Nord, spécialement aux États-Unis, où on va pas dire qu'ils ont inventé l'expérience client, mais ils ont commencé peut-être à la façonner. Qu'on va en Europe, où on est encore souvent dans de la qualité de service, et qu'on va en Asie, on est pas mal dans l'expérientiel, on réalise quand même que, même si la trame de fond reste le même, mais que la façon de le voir, de le conceptualiser, de le véhiculer, de le faire vivre à ses clients est parfois un petit peu différente. Donc c'est vrai, tout à fait, et même comme vous l'aviez dit, c'est un terme très galvaudé, puisque
on a tendance un petit peu à faire de l'expérience de client avec tout, avec rien, de tout, de rien, sans nécessairement reposer sur les fondements. Et c'est ces fondements-là qu'on aimerait discuter aujourd'hui au travers du livre, parce que quand on regarde, je pense qu'il y a une belle définition de ce qu'est l'expérience client et un beau cadre conceptuel pour le déployer, parce que c'est souvent ça, si on est un petit peu nouveau dans le domaine de l'expérience client et qu'on se dit, je pars d'où, je fais quoi pour l'entreprise, ce que je fais, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Parce que souvent, l'expérience client, c'est pas nécessairement mal faire les choses. On peut vouloir servir le client et bien le servir sans nécessairement faire de l'expérience client, sans nécessairement faire des bonnes choses, même si on fait des choses qui sont très correctes. Et ce que j'ai apprécié dans le livre, c'est un petit peu grâce au modèle des 7 ans d'arriver à avoir une étape structurée pour accompagner. Et je trouve que c'est important d'avoir une étape structurée, surtout qu'on commence dans ces démarches-là. C'est sûr qu'avec l'expérience, on le fait spontanément, ces étapes-là, mais quand on débute, quand on a un point de départ, qu'on ne sait pas quoi faire, ce modèle-là, je pense qu'il est très utile. Donc, je sais pas si vous voulez expliquer un petit peu le modèle. Excusez-moi, je vais fermer ma fenêtre de nouveau. OK. On fera un petit montage, Dimitri. Pose plus de questions, Vas-y plus vite sur les questions. OK. Mais c'est bon, là. C'est très bon. Je suis désolée, mais les ouvriers ont repris les travaux, là, c'était pas prévu. Pas grave. On va faire un petit montage, madame, inquiétez-vous pas. C'était parti en week-end. OK, alors, vous êtes prêts à répondre à ce que Dimitri disait? Absolument. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors merci de ce regard éclairé tout d'abord et de ce retour vraiment très intéressant. J'en ai eu peu de retours comme le vôtre, si ce n'est que le livre a été très apprécié et qu'il a été même réimprimé parce qu'il était en rupture après 4 mois de mise sur le marché. Donc ça, c'est un bon signe. Ça prouve qu'il a trouvé son public. Alors, par rapport à votre remarque autour de la structuration et de la définition d'un cadre conceptuel, vous avez tout à fait raison de dire que quand on parle d'expérience client, on ne sait pas par quel bout prendre la chose, en fait. Et très souvent, quand je rencontre des clients qui viennent vers moi pour la première fois, ils me disent, ben voilà, on est un peu perdu. On ne sait pas par quel bout prendre ce sujet-là. Et la force, je dirais, de ce livre et de cette méthode des 7C, c'est justement de proposer ce cadre dont vous parlez, qui est un cadre méthodologique très structuré, très clair, hein, et même simple à la limite. C'est très abordable. C'est effectivement pour introduire le sujet, ça devient facile. Et donc ce cadre qui permet, quel que soit l'angle avec lequel on attaque l'expérience client, qui permet de proposer des outils, des clés de lecture et une forme de roadmap en fait projet pour dérouler cette approche dans l'organisation. Mais vous avez raison aussi de dire que c'est un ouvrage de prise en main de la démarche et qui ne permet pas d'aller plus loin une fois qu'on a mis en œuvre en fait. Je pense que la deuxième étape sera l'écriture d'un deuxième livre, c'est-à-dire de la suite de l'histoire qui permettrait effectivement de rentrer plus dans le détail des outils qu'on utilise, voilà, et des choses qui permettent de le déployer concrètement en fait. Quand on regarde un petit peu rapidement, je vais énoncer sans nécessairement tous les expliquer les temps, le premier temps, et c'est là où je dis on voit qu'il y a de l'empirique, on voit qu'il y a quand même capter les enjeux. C'est sûr que je pense que c'est la première étape de toute démarche, qu'on parle d'expérience client ou autre. Donc on commence par capter les enjeux, on commence à comprendre les clients et les collaborateurs. Je pense que c'est fondamental en expérience client, en marketing. Ça, je pense que c'est une étape, comme on dit, qui est logique mais qu'il ne faut pas oublier. On a tendance à les oublier. Co-concevoir l'expérience client, ça c'est quelque chose. Après, j'aimerais bien revenir parce que on en parle de plus en plus à la co-conception et je pense que ça pourrait être intéressant d'expliquer un peu le pourquoi, les bénéfices. Le temps 4, connecter la stratégie de l'entreprise à sa culture également. Je pense qu'on pourrait avoir une discussion juste sur ça parce que c'est entre la stratégie et la culture et développer la culture autour de ça. Collaborer pour délivrer l'expérience client qui est le temps 5. Temps 6, pour moi, c'est extrêmement important. C'est chiffrer la performance que malheureusement dans les entreprises, l'expérience client est très pertinente. On veut souvent, on a des actionnaires, des choses comme ça. On veut voir qu'est-ce qu'on fait, comment on chiffre, comment ça évolue. On aime beaucoup monitorer les choses, les suivre. Et l'ouvrage présente beaucoup d'indicateurs, explique un petit peu. C'est sûr qu'encore on pourrait écrire un livre juste là-dessus et les avantages et les inconvénients de chacun des outils.
Le temps 7, changer, coordonner et pérenniser les actions, qui en soi également est un défi pour avoir implanté des programmes d'expérience client. Le design, c'est une chose, l'implantation est une autre, mais après, continuer à pérenniser, que ça reste et que ça devienne une culture. Parce que ce qu'on veut, en fin de compte, c'est développer cette culture client pour qu'à un moment donné, ça soit dans l'ADN de l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit, il y a des éléments que j'aimerais bien vous entendre. Moi, il y a 2-3 temps, naturellement le temps 1, capter les enjeux dont j'aimerais bien discuter. Co-concevoir le temps 3, parce que je pense également, c'est pas nouveau, on en parle beaucoup, mais je pense que peut-être pour certains lecteurs, c'est quelque chose avec lequel ils sont moins familiarisés. Et peut-être connecter la stratégie et la culture. Donc, c'est 3 temps que j'ai retenus. Et j'aimerais bien vous entendre un petit peu, on va commencer par le temps 1, naturellement, sur la façon de capter les enjeux et les différents outils qu'on peut avoir pour faire ça. Alors, comme je viens des études, et principalement des études clients, pour moi, la phase de problématisation en fait d'un sujet est très importante. Et nécessairement, elle doit s'ancrer dans une réalité qui est la réalité du vécu. Alors, pour cela, j'utilise les outils de la pensée design. En fait, ce livre, il a comme boîte à outils ceux de la pensée design et plus particulièrement ceux du design de service, qui n'est pas forcément une évidence dans d'autres pays. Aux États-Unis, la boîte à outils n'est pas forcément celle du design de service, alors qu'elle l'est davantage dans les pays du Nord, de l'Europe, et en Angleterre également. Enfin bref, le design de service est devenue la boîte à outils de l'expérience client parce qu'elle permet justement de s'imprégner du vécu des usages, des utilisateurs en situation, des consommateurs en situation d'utilisation, pour nourrir justement la compréhension. Et quand on parle d'expérience, on parle nécessairement de vécu. Et pour cela, on va utiliser des méthodes ethnographiques qui vont nous permettre d'aller observer sur le terrain les usages que font les consommateurs des services au quotidien. Et fort de cette matière, on va pouvoir comprendre, parce que capter, comprendre, les 2 premiers temps sont très très liés en fait, on va pouvoir comprendre et de nouveau représenter de manière simple et visuelle ce fameux parcours client en fait qu'on utilise beaucoup en expérience client et qui va servir à représenter du point de vue du client ses irritants et les opportunités qu'on pourra développer ultérieurement dans la phase de co-conception. Donc 2 outils pour ces temps-là, enfin plusieurs outils pour ces temps-là. Le premier dans la phase de divergence, qui est la phase de captation avec les études ethnographiques, les interviews approfondies. Nous, on utilise beaucoup le shadowing et la double écoute quand on travaille en centre d'appel pour aller capter, ou en bureau de poste, ou en agence bancaire, etc., pour aller capter les verbatims et les échanges et rentrer dans le détail de ce qui est non exprimé, parce que on a la conviction que les gisements, les sources d'innovation résident dans ce que les gens ne disent pas, mais font sans forcément le mentaliser, le verbaliser. Voilà, ils le font de manière inconsciente. Et puis les 2 outils suivants qui sont les personas, qui sont des représentations archétypales de typologie de clients qui permettent d'incarner sur la base des usages des typologies de collaborateurs ou de clients pour humaniser en fait les segments et non pas partir de segments marketing comme on avait l'habitude d'utiliser qui sont exprimés en termes quantitatifs à l'aide de notions comme CSP, âge, sexe, etc. qui sont très barbares et pas du tout parlants pour les gens. Voilà, et puis le dernier outil, c'est le parcours client, évidemment. Ça, je trouve ça très intéressant parce que moi, je me définis premièrement pour une personne de marketing et expérience client. Je fais pas tant de scission entre les deux. Pour moi, le persona, c'est un outil que j'utilise depuis extrêmement longtemps et initialement, beaucoup quand je faisais du commerce électronique sur le web pour justement définir des usages et comment chacun des personnages, qu'est-ce qu'il attendait, qu'est-ce qu'il faisait sur Internet. Et au travers de votre livre, il y a 2 éléments qui m'ont marqué, surtout sur les 2 premiers temps. Premier temps, c'est cette scission, cette distinction que vous faites entre le marketing et l'expérience client. Et je me trouve rigolo personnellement, c'est que des fois, vous référez au marketing, on dirait que c'est le marketing qu'on faisait il y a 20 ans, en disant le marketing, il va utiliser le client pour valider à la fin. Alors que pour moi, en tant que marketeur, je pars du client, je pars du marché, parce que mettre en marché un produit qui répond pas aux besoins d'un client que j'ai pas écouté, c'est avec le marché
connaît actuellement, qu'on connaît depuis 10-15 ans, c'est quasiment infaisable. Donc, je trouve ça rigolo. Et vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez scindé plusieurs fois dans le livre, on sent vraiment ce besoin de séparer des activités? Oui, absolument, parce que le marketing, je suis une marketeuse à l'origine, hein, j'ai un grand passé dans les industries de grande consommation, parce que j'ai commencé chez L'Oréal et Procter, donc voilà, les métiers de chef de produit, chef de groupe, je connais parfaitement. On parlait d'orientation client, vous avez raison de dire qu'en fait, on va s'interroger sur les besoins des gens pour concevoir des produits qu'on va effectivement créer, et puis ensuite on va demander aux gens ce qui leur plaît dans ces produits, si ça leur plaît, etc. J'ai conduit des études de validation de produits dans ma carrière, et voilà, le client intervient davantage en validation, bien qu'on ait pris en compte ses besoins au début, en amont, je vais dire. Ça c'est l'orientation client. Pour moi, l'expérience client, elle est inspirée par le client, ce qui est extrêmement différent. Et c'est pour ça que je scinde l'expérience client et le marketing. Et cette inspiration, elle naît du besoin qu'on a de mettre le client dans la boucle de la co-conception, en fait. Le marketeur ne fait rien. Il est juste un chef d'orchestre qui va animer des groupes de travail, hein, des sessions collaboratives avec les collaborateurs en contact et les clients pour ensemble co-concevoir le futur produit. Donc c'est là que je fais la différence, le marketing orienté client avec un client qui intervient en validation, et l'expérience client inspirée par le client avec un client qui est co-créateur du futur service et de la future expérience. D'accord, d'accord. Ça... Et je veux juste vous dire que c'est vraiment intéressant. C'est extrêmement intéressant. Continue, Dimitri, c'est bon, j'aime ça. Et est-ce que je suis entièrement d'accord? Pour moi, par contre, peut-être parce que depuis le début de ma carrière, je suis orienté expérience client, marketing, recherche. Pour moi, les deux sont intimement liés. Je pense plus qu'on puisse faire du marketing sans faire de l'expérience client. On peut pas faire de l'expérience client, à mon sens, sans comprendre minimalement les produits, la gestion de produits, tous les éléments, parce que on n'est plus capable de faire en mon sens, de se démarquer de la concurrence si on travaille que sur une seule dimension. Si je travaille juste sur l'expérience client, c'est bien, à condition d'avoir des bonnes choses, un bon produit, une bonne approche. Si je travaille juste sur le produit, c'est bien, mais c'est plus assez parce qu'il y a plein de concurrents qui ont des bons produits. Et je pense que ce qui est important, c'est de comprendre, maîtriser les deux, intégrer les deux. Et en ce sens, je trouve ça intéressant dans le livre parce qu'on va vraiment du début à la fin. Et je pense que vous avez mis de l'emphase justement sur cette notion que l'expérience client, c'est plus quelque chose dont on peut se priver. Et comme vous l'avez dit, et comme on a repris cette citation, je pense que les clients, expérience par expérience, s'habituent. On peut plus juste dire mon concurrent dans tel domaine d'activité, je suis le seul à le faire. C'est pas vrai parce que le même client, il fait affaire avec d'autres secteurs d'activité. Il travaille avec d'autres entreprises et les autres entreprises, c'est une norme de travailler comme ça. Donc, on peut plus juste se dire je suis seul à le faire dans mon secteur parce que notre client, il est multi-entreprise, multi-expérience, et à chacune des expériences, on bâtit ses attentes, on bâtit l'expérience de demain. Donc, en ce sens, je suis tout à fait d'accord. L'autre élément que j'aimerais toujours voir dans ces deux premiers temps, qui sont, on l'a dit, les enjeux, la compréhension. Moi, je suis aussi une personne de recherche et je suis tant qualitatif que quantitatif. Je crois beaucoup à l'ethnographie, je crois beaucoup à l'observation, je crois beaucoup au qualitatif, mais je pense qu'on répond à des problématiques différentes avec du quali et du quanti. Et là aussi, peut-être je me trompe, j'ai peut-être mal interprété vos propos, j'ai l'impression qu'on croit beaucoup au quali et que dans un sens, le quantitatif, on n'y croit plus tant que ça, ou on l'utilise pas tant que ça pour définir l'expérience client. Donc, j'aimerais bien aussi vous entendre un peu sur cette partie-là. Bah, vous avez tout à fait raison. En fait, et pourtant, je viens du quanti, hein, parce que l'analyse sensorielle est éminemment quantitative et les études les conso, pardon, sont très quantitatives. Mais on n'a pas la même profondeur, en fait, de compréhension quand on utilise le quanti et le quali. Le quanti, ça sert à répondre à des questions comme combien, comme quoi, comme où, alors que le quali, l'observation, hein, essentiellement l'observation et les interviews approfondies permettent de répondre à d'autres questions comme le comment et le pourquoi. Et en fait, l'expérience client, comme elle s'intéresse aux détails, eh bien, va permettre, grâce à ces outils, de rentrer dans un niveau de compréhension et d'intimité qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut obtenir avec les études quantitatives, en fait. Mais on utilise quand même les études quantitatives, puisque quand on est dans la phase captée, on va utiliser les études qui existent, en fait, déjà, hein, études
Usage et attitude, par exemple, les panels, les réclamations, bien évidemment, toutes ces choses qu'on va utiliser pour nourrir la compréhension avant d'aller sur le terrain et pouvoir être plus ouvert, je dirais, à tout ce qu'on va capter en empathie avec les clients et les collaborateurs. Et puis alors la mesure, on l'utilise dans le chiffrage, quand Tout à fait. même. Mais je partage tout à fait votre opinion par rapport au quali versus le quanti. Et si on sort un petit peu du contexte expérience client et on parle de la recherche, quand j'enseigne la recherche, et c'est le bon outil pour la bonne problématique, et tout à fait, si on veut comprendre le pourquoi, si on veut vraiment aller à un niveau de compréhension, il vaut mieux aller dans du qualitatif parce qu'on a l'opportunité de creuser forêt. Par contre, le défaut du qualitatif, c'est que c'est pas parce qu'on a 3, 4, 5, même 20 personnes, 30, 100 personnes en qualitatif qui vont nous dire cet élément d'expérience est important que si on l'ouvre à tout le monde, on va avoir un succès. Donc, moi, j'aime beaucoup valider les choses. Je trouve ça, c'est vrai que la compréhension avec un sondage, par exemple, on n'arrivera jamais à comprendre. On va chiffrer, on va quantifier, mais on sera jamais capable de savoir vraiment le pourquoi intimement et d'avoir la profondeur. Mais je trouve ça intéressant de contre-valider parce que malheureusement, en tant qu'entreprise, souvent, on a des contraintes financières et on se dit, si je fais ça, de combien je vais améliorer la productivité, la rentabilité, voire même l'expérience client. Donc, j'aime bien confronter les deux, mais je partage votre opinion sur les outils. Et comme vous l'avez dit, on voit au travers de votre ouvrage que le quantitatif sert à d'autres moments du livre. Donc, je trouve ça tout à fait pertinent. Oui, et il sert aussi pour les personas, en fait, puisque les personas sont aussi, alors ce sont des personas de narration très souvent, mais qui reposent sur l'analyse de la segmentation marketing, en fait. Hein. On va mettre le focus là où sont là où se trouvent les quantités les plus importantes d'individus, en fait. Hein. Donc on croise avec la segmentation marketing, on croise ces personas avec la segmentation marketing, et on sait grâce aux personas où se trouve la masse des individus et les grands enjeux, en fait. Tout à fait. Si on est un petit peu plus technique, une partie que j'ai appréciée aussi de votre livre, notamment les personas, on en a parlé beaucoup. Je pense que tout le monde a compris ce que c'était. Mais également, j'ai beaucoup aimé la partie parcours client, parce qu'on parle souvent de parcours client des entreprises, et je trouve que il y a un paragraphe là-dessus, une belle explication où c'est très clair, où on comprend à quoi ça sert, on comprend comment le bâtir. Et je dis pas que qu'on pourrait pas aller encore plus loin, mais je trouve que c'est quand même une section qui est très complète. Je sais pas si par rapport justement aux gens qui veulent utiliser, implanter, vous avez des conseils à donner un petit peu, mais je trouvais que c'est extrêmement bien écrit. Merci. Effectivement, le parcours client, c'est l'outil roi, je dirais, de conception de l'expérience. Et donc, il y a quand même quelques prérequis méthodologiques à respecter si on veut construire un parcours digne de ce nom, et notamment le focus sur les usages. Très souvent, ce qu'on demande à nos clients, c'est avez-vous des parcours déjà établis et souvent, ils existent, hein, mais ce qu'on trouve, ce sont des parcours orientés processus, en fait. Hein. C'est des logigrammes, des flowcharts de process, et ça ne correspond absolument pas à ce qu'est un parcours client tel que je le conçois. Un parcours client né du terrain, en fait, né de l'observation. On ne peut pas cartographier si on n'a pas eu cette phase de captation amont qui permet justement d'aller chercher les principales étapes du point de vue du client. Et c'est pas parce qu'on rédige l'étape à la première personne que c'est du point de vue du client quand même. Ce qui fait qu'on arrive très souvent en se basant sur le terrain, sur l'observation, avec des parcours qui ont le double, voire le triple d'étapes de ce qui existe habituellement et qu'on peut trouver quand c'est orienté processus. Voilà. Et puis ça permet aussi de représenter bien tous les canaux et tous les process qui sont utilisés pour aller chercher, pour aller représenter donc les irritants à l'intersection des étapes et des canaux sous forme d'irritants ou d'opportunités, d'enjeux ou d'opportunités. Et donc, quand on a cartographié ce parcours client et quand on l'a renseigné à l'aide des éléments, des inputs issus de la phase de terrain, eh bien, on a une compréhension extrêmement fine et détaillée dans le détail de ce que vit le client et ce que vit le collaborateur au quotidien. Donc, ça nous permet d'aller ensuite en phase de co-conception d'aller beaucoup plus loin que de l'amélioration continue. Donc, bien sûr, l'amélioration est toujours possible,
l'amélioration continue est toujours possible, mais l'intérêt de cette façon de faire permet de dépasser les problématiques d'amélioration continue pour aller sur de la créativité et des choses qui sont beaucoup plus disruptives, soit dans les zones où il y a rien, il y a des étapes où il y a moi ce que j'appelle les interstices, il y a des étapes du parcours client où il ne se passe rien, hein, et donc l'idée ce serait d'aller concevoir justement des expériences ou des moments tangibles d'expérience dans ces failles en fait, ou au contraire de densifier les phases à fort enjeu, les étapes à fort enjeu, pour laisser le souvenir, la trace. Voilà. L'idée, c'est effectivement d'aller vers quelque chose qui est très dense, très maillé, d'aller vers un maillage du parcours qui est très dense. Mm-hmm. Oui. Excuse-moi, je vais juste mentionner aussi que, puis on va revenir à ça plus tard, là, avant de terminer, mais le livre est très graphique, hein. On voit beaucoup de tableaux et justement, je pense qu'il y a tout un graphique là, qui démontre les différentes étapes là, du parcours avec les différentes annotations où le client est rendu. Donc, je voulais juste faire cette petite annotation-là parce que c'est intéressant à ce niveau-là, le livre aussi. Donc, il donne vraiment des exemples graphiques, des tableaux, des façons de visualiser le message. Donc, c'est intéressant aussi. Et ce qui est intéressant aussi, juste si on est dans des... on a parlé beaucoup du contenu, mais le contenu aussi original, tant que la couverture qui a un relief, qui a une texture, qui est sympa, d'un format de livre qui est quand même un peu différent. Et c'est sûr que quand on regarde les couleurs, les graphiques, les choses comme ça, donc c'est quand même un livre. Ce qui est intéressant, je trouve qu'il y a un petit peu un mi-chemin entre... Il peut sembler un petit peu, pas universitaire, mais un petit peu parce que très structuré, on décrit beaucoup. C'est un livre qui nous prend un peu par la main dans l'apprentissage, mais en même temps, on a intégré des exemples plus appliqués et également, on a quand même un visuel qui est très sympa avec des couleurs, avec des choses. Donc, si on parle un petit peu de contenant et un peu moins de contenu, effectivement, il y a aussi cet élément-là qui est très apprécié du livre. Mais il y a un élément que vous avez dit, j'aimerais juste faire une petite synthèse de ça. En tant que praticien d'expérience client, c'est vrai que, et c'est ce qui était le outside in, c'est très dur souvent et c'est pour ça que des fois, c'est bon, même si c'est évident de se dire, faut regarder non pas le processus interne, mais parce que l'expérience client, c'est vraiment comment le client vit tout ça. Et des fois, il faut le rappeler. Il y a quelques mois, j'étais en train de faire une visite d'un aéroport en Afrique du Sud et on fait des visites pour les aider à faire un petit peu le parcours d'un passager type dans un aéroport avec eux. Et on se met dans la peau et on joue le rôle du passager. Et c'est rigolo parce que eux connaissent l'aéroport par cœur et commencent à fonctionner comme un expert de l'aéroport, comme ils voient le processus, ils voient le parcours et on les déstabilise en disant non, maintenant mets-toi comme un passager et on va le faire ensemble. De l'autre côté du miroir. Exactement, et c'est rigolo parce que des gens qui connaissent par cœur l'aéroport, pour l'avoir fait avec eux, me disaient mais ça, c'est pas fluide, c'est pas logique d'avoir ça là. Ah, mais c'est vrai, si j'arrive et je suis vraiment la personne qui connaît pas, ben, je trouve pas le petit chariot pour mes bagages ou le wayfinding, les pancartes sont pas adéquates. Et pourtant, c'est des gens qui connaissent par cœur, c'est des gens, on leur a dit de faire un parcours client, ils nous auraient fait quelque chose de très processus, très clinique. Mais avant de cette étape-là, et le but, c'était pas d'en faire un, le but, c'était de leur faire cette sensibilisation, ben, juste d'avoir parcouru l'aéroport pendant 1 heure avec eux, 1 heure et demie. On leur a fait prendre conscience que c'est pas la même chose d'être dans le processus, d'être un interne, un employé à l'aéroport et de voir d'un œil externe. Et juste de le rappeler comme on le fait dans le livre, avant de commencer à cartographier un parcours client, c'est tout simple, mais ça change tout. Et ça, je pense, c'est quelque chose. Voilà. Oui, exactement. Chaussures du voyageur, du client, etc. Très important. Qui semble très facile, mais très compliqué à faire pour beaucoup de personnes. Je voudrais profiter de ce sujet-là parce que un des points importants pour moi au niveau du club de lecture, c'est de faire évidemment découvrir des livres et d'identifier à qui s'adressent ces livres-là. Et dans ce que tu disais, ou ce que vous disiez, Dimitri, c'est que quand on arrive avec un concept, une approche aussi substantielle qui nécessite autant de changements, qui apporte beaucoup de changements et de remous au sein d'une entreprise, on ne devient pas un expert en expérience client dans une entreprise du jour au lendemain. Hein. Et votre livre, d'une part, au début, commence par nous expliquer ce que c'est pas. Donc déjà ça élimine beaucoup de discussions. Est-ce que votre livre, dans ce sens-là, est un livre qu'on veut donner à des gens qui veulent commencer tout simplement à comprendre l'étendue d'une telle démarche et qu'est-ce que ça peut supposer comme réflexion? Parce que
à mon avis, c'est un livre très complet, mais il faut prendre beaucoup de temps pour le lire et d'absorber ce contenu-là et de voir après comment ça peut petit à petit être une source de transformation dans l'entreprise. J'aimerais vous entendre sur ça par rapport à la mission du livre, puis à qui on voudrait vraiment proposer cette lecture-là. Alors, tout à l'heure, Dimitri parlait de connecter, de la culture. Quand on parle d'expérience client, la culture est super importante. Et en fait, tout le monde est embarqué dans ce changement qu'est le 7e C. Et je dirais que ce livre, il s'adresse à tout le monde parce que l'expérience client, c'est l'affaire de tous dans l'organisation. Et je dirais d'abord en premier lieu du comité de direction, hein, parce qu'on ne peut pas déployer une approche expérience client si on n'a pas un sponsor interne à un très haut niveau, hein, la direction générale. Et donc commencer par donner le livre à tous les membres du CODIR, quels qu'ils soient, parce que qu'on soit responsable de ce qui se passe en termes de relations clients en face à face, etc., ou qu'on soit en back office, je dirais que tout le monde est concerné. L'IT, la finance, la compliance, mais aussi bien sûr la relation client, le marketing, le commercial, tout le monde est concerné. Voilà. Alors, je dirais que dans un premier temps, pour une première approche, on peut le donner à tout le monde. Après, pour la dimension un peu plus opérationnelle, je dirais qu'il s'adresse davantage au directeur des opérations. Alors, directeur expérience client aussi, mais j'imagine qu'ils sont déjà un petit peu avancés sur le chemin. Les responsables de la relation client, responsables marketing, innovation également. Le spectre est très large parce que on peut rentrer dans la démarche expérience client par plusieurs portes. En fait, il n'y a pas une porte, il n'y a pas une seule porte d'entrée, il y en a plusieurs. On peut rentrer par les études, et la preuve, je viens des études. On peut rentrer par l'INO, mais on peut aussi rentrer par le déploiement ou par la mesure. Donc, voilà, il n'y a pas de... Mais ce que j'entends de votre message, c'est que c'est un livre qui va intéresser les plus grandes entreprises, a priori. Et je vous poserai la question un petit peu pour sortir du cadre du livre, là, mais vous êtes dans le marché, vous desservez de nombreux clients. Dimitri, ton expérience est éloquente à ce niveau-là. Vous avez fait des expériences de travail vraiment partout. Est-ce que l'expérience client est un mot qu'on utilise dans les entreprises? Est-ce qu'on est rendu là où on est encore avec des concepts plus traditionnels, des nomenclatures plus traditionnelles du service marketing, etc. Est-ce qu'on a maintenant, justement, dans les grandes entreprises, des directeurs expérience client? Est-ce que on est rendu là, à votre avis? Dimitri en est la preuve par l'exemple. Je pense qu'au Canada, je sais pas, vous allez répondre pour moi, mais au Canada, la maturité est plus présente qu'en France. Oui, Okay. Tout à fait. Ah oui? Oui. Et on en a beaucoup. Par contre, est-ce que c'est parce qu'on a un vice-président expérience client, est-ce qu'on a un directeur expérience client? Est-ce que ça fait en sorte qu'on comprend davantage l'essence de l'expérience client? J'en suis pas toujours sûr. Je pense que ça dépend beaucoup de l'entreprise, de la maturité de l'entreprise. Je pense que c'est très présent en Amérique du Nord, dans tout domaine, que ce soit dans le domaine bancaire, que ce soit dans les aéroports. De plus en plus, c'est un poste qui est créé à très haut niveau, dans le sens qui, même titre que CEO, on voit vraiment que maintenant on s'occupe de l'expérience client. Ça ne veut pas dire, c'est vrai que c'est très ancien en Amérique du Nord, c'est peut-être moins avancé ailleurs, mais ça ne veut pas dire que dans toutes les entreprises, la compréhension est là et parfaite. C'est quelque chose que j'aimerais apporter aussi. Je pense que dans les dernières années, on a rapidement créé ces postes sans nécessairement comprendre ce que ça impliquait, ce que c'était, et on a un petit peu cassé la chaîne. C'est pour ça que je voulais parler du temps 4, de connecter la culture à la stratégie, parce que souvent, c'est parti de et ça doit partir de la stratégie, comme vous l'avez dit, parce que l'expérience client, c'est ça qui est intéressant, c'est holistique. C'est holistique dans le sens, ça part d'en haut, mais c'est la base qui le fait vivre. L'expérience client, c'est des détails, mais en même temps, si la base veut faire même des choses qui sont extraordinaires, sans orientation, on va avoir du mal à faire vivre quelque chose à notre client, même si c'est les bonnes expériences, ce sera peut-être pas l'expérience qu'on désire faire vivre. Et si on s'arrête en haut dans la stratégie à haut niveau, à haut niveau, on aura une belle stratégie qu'on sera jamais capable de décliner et que la base se dira, je sais qu'il y a vaguement un projet d'expérience client quelque part, je n'ai pas vraiment compris comment ça me touche, je ne sais pas ce que je dois en faire et je ne sais pas quel rôle j'ai à jouer. Et il faut arriver à connecter ces deux dimension stratégique et opérationnelle. C'est sûr qu'à partir du moment où on arrive à bâtir cette culture-là, c'est beaucoup plus facile puisqu'on sait, on l'a dans notre ADN. Et je pense à tous les niveaux, on sait qu'on contribue, qu'on doit faire quelque chose et on sait que l'expérience client, souvent, c'est les détails. Et plus que les détails, souvent, c'est de l'humain. Là encore, je parle un petit peu de mon expérience.
mais j'ai eu l'opportunité de visiter plein d'aéroports, et souvent dans l'aéroport, et spécialement dans certains pays d'Asie, l'expérience client, c'est l'infrastructure. On va déployer des infrastructures énormes, on va faire vivre, on est plus dans le marketing expérientiel, et on oublie que des fois, juste, c'est pas la peine, il faut bien faire les choses, mais souvent c'est de l'humain à l'humain, et c'est souvent à des niveaux très opérationnels que ça se passe, et qu'une expérience fantastique, ça peut être juste une personne qui m'a accompagné dans mon aéroport alors que j'étais perdu et qui a fait en sorte que ça s'est bien fini. Peut-être qu'on pourrait entendre Madame Baudet sur ce point-là, le 4e C ou le 4e temps de la stratégie à la culture. Dimitri a tout à fait raison. Hein. L'expérience client, c'est cette colonne vertébrale qui va permettre de relier la dimension stratégique à l'opérationnel. Moi, je dis souvent l'expérience client, c'est la stratégie en action. Et elle tient les promesses faites par la marque. Hein. Pourquoi est-ce qu'il y a une perte de confiance dans nos pays développés? C'est que la marque fait des promesses qui sont pas toujours tenues au quotidien. Et c'est la partie qui est effectivement la plus compliquée, surtout quand on est dans des environnements complexes, de services complexes. Hein. Un service bancaire, c'est complexe. Un service de téléphonie, c'est complexe, etc. Et sans compter qu'il y a beaucoup d'unités en général à mettre, à aligner. Hein, cette notion d'alignement, elle est très importante. Et donc, le fait de pouvoir traduire les promesses de marque, la plateforme de marque, en dimension de l'expérience et en plateforme de l'expérience, permet de garantir que cette promesse, elle va être tenue au quotidien. Hein, on n'est pas dans l'expérientiel, événementiel, paillettes et cotillons, hein, comme je dis souvent. Mais l'expérience, c'est de l'infraordinaire en fait. Hein. C'est dans nos petites expériences de tous les jours qu'on va mesurer à quel point la marque, elle est effectivement, elle est proche de ses clients, elle considère ses clients, elle respecte ses clients, etc. On dit qu'il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves. On est là-dedans. Hein. On va mettre en œuvre les preuves que la marque, elle est vraiment proche de ses clients. Voilà. Le temps avance. On a eu vraiment un très bel échange entre vous deux, principalement bien sûr, mais j'aimerais prendre un petit peu quelques minutes pour conclure. Je vais revenir au point que je soulevais tout à l'heure au niveau de qui peut apprendre. Quand j'ai lu, je l'ai lu rapidement, puis je suis pas une experte dans le milieu, mais une utilité que je verrais très bien moi avec un livre comme celui-là, c'est d'en faire justement un petit outil de lecture dans un contexte de petit club en entreprise, parce que absorber cette démarche-là de travailler et de assimiler les 7 temps ou les 7 C, c'est très bien présenté et je trouve que ça serait un outil très intéressant pour stimuler une discussion, pour permettre aux gens qui sont pas encore rendus à ce niveau-là et d'adhérer à ce type d'approche-là, d'avancer une discussion sous forme d'échange, lunch and learn ou des choses comme ça. Donc moi, c'est une utilité que je verrais très bien au-delà du fait qu'on voudrait que tous les dirigeants l'aient, là, mais pour permettre aux gens de vraiment commencer à comprendre comment une approche comme celle-là peut transformer l'entreprise, la rapprocher de son client, parce qu'on sait que maintenant le client, c'est lui qui a le pouvoir et c'est lui qui décide de la survie de la marque. J'aimerais aussi revenir sur on entend dans vos propos l'idée des grandes entreprises. Est-ce que les moyennes entreprises, les plus petites entreprises peuvent s'inspirer de ces écrits? Alors, les moyennes, oui, c'est sûr. Pour les petites, je dirais que c'est plus des bonnes pratiques qu'elles vont mettre en œuvre. Hein, voilà, c'est de l'ordre du bon sens. On est très inspiré par la qualité de service dans cet ouvrage, malgré tout, même s'il y a beaucoup d'émotionnel et l'humain est quand même très très présent. Mais commencer par dérouler des programmes de qualité, mesurer cette qualité et puis prendre en compte le plus possible la dimension humaine, je dirais sans avoir à déployer les 7 temps, c'est déjà un grand pas. Mais il y a beaucoup de petites entreprises qui font de l'expérience client sans le savoir. Hein, c'est ça, sans le nommer. Donc, notamment par l'observation, c'est ça, de surveiller, de regarder, de comprendre ce que le client vit et comment il le vit.
C'est en grandissant que les entreprises sont devenues complexes et qu'elles se sont éloignées en fait de la partie humaine, je dirais, du client et du collaborateur, et qu'il a fallu remettre au centre en imaginant en fait ces étapes, hein, cette méthode pour remettre de l'ordre dans tout ça, en fait, je dirais. Je suis tout à fait en accord, et si on revient un siècle en arrière, souvent le petit épicier, le petit fleuriste, le petit commerçant, ils faisaient de l'expérience client. Il faisait de l'expérience client parce qu'il connaissait, il personnalisait, il apprenait à son échelle. Et comme vous l'avez dit, c'est quand on est devenu une grande entreprise où on a multiplié les intervenants, on a voulu travailler en silo, on a dit toi tu vas être responsable de ci, de ça, tu vas faire. Où on a perdu un petit peu la vision client et on a vu la vision processus s'intégrer. Donc pour moi, c'est du gros bon sens parce que quand on regarde fondamentalement, c'est des outils, mais si on prend de la hauteur et qu'on regarde la philosophie qu'il y a derrière ça, on se dit on n'a pas réinventé la roue, peut-être qu'on l'a ramené d'actualité et on se dit, ben, si on pense à ce que faisait le petit commerçant il y a un siècle, ou ce qu'on apprécie personnellement de petits commerces qu'on a autour de nous, c'est d'arriver à refaire vivre ça à grande échelle, c'est ça qui est extrêmement difficile. Et comme vous l'avez dit, j'ai fait des interventions dans les grandes entreprises, mais également dans les petites entreprises, et souvent juste des meilleures pratiques, leur dire des pratiques génériques d'expérience client. Pour eux, ça vaut de l'or parce qu'ils disent, OK, j'avais perdu ce focus-là, ou à vouloir toujours me comparer de la grosse entreprise, j'ai oublié que j'ai des forces, et mes forces, des fois, c'est juste pouvoir appliquer des meilleures pratiques et de capitaliser sur ma dimension humaine. Donc, je pense que l'expérience client, c'est l'affaire de tous. À la limite, c'est peut-être beaucoup plus simple. Mais il y a les moyens qu'on n'a peut-être pas quand on est une petite entreprise, mais des fois, on est à l'échelle humaine, donc ça peut être aussi simple ou ça peut être pertinent de un livre comme ça, notamment, pas pour refaire la discussion, mais la pyramide, à un moment donné, on voit la pyramide et cette façon simple de conceptualiser les choses, que c'est des couches. Première couche, c'est les services de base, on peut aller un petit peu sur la valeur ajoutée, et la pointe, c'est l'émotion, et de se rappeler que si on veut arriver en haut, il y a des petites choses à faire, qu'il faut bien faire les choses, même si on les fait pas parfaitement à 100%, il faut bien les faire. C'est très dur de faire une émotion si le service est vraiment mauvais. Travaillons d'abord sur la qualité, une qualité acceptable qui répond aux attentes, même si elle n'est pas parfaite, mais je pense que si on n'a pas ça, c'est extrêmement difficile de monter dans la pyramide. Absolument, tout à fait. Est-ce que je peux vous inviter, Madame Body, à nous laisser un message pour conclure l'entrevue? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec votre ouvrage? Qu'est-ce qui... De venir au Canada. Ah, ok. Alors, c'est noté. Moi, encore une fois, c'est parce que ça, c'est un petit peu mon rôle au niveau du club. J'ai travaillé un peu au niveau de la recherche marketing, moi aussi. Je pense que quelqu'un qui travaille en recherche marketing va être inspiré de voir jusqu'à quel point la recherche marketing a toujours sa pertinence aujourd'hui, même si les méthodes se sont transformées. Je donnerais ça aux équipes de marketing des grandes et moyennes entreprises. Si elles ne sont pas au fait, puis qu'elles ont des questionnements sur ce qu'est l'expérience client, je leur offrirai ce livre-là. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Body, de vous être prêtée au jeu de la discussion. Merci Dimitri pour la pertinence de tes propos, puis d'avoir ajouté aussi de ton propre vécu au niveau de cette approche qui est extrêmement intéressante. À vous deux, mes meilleurs vœux, ma reconnaissance et longue vie à l'expérience client. Et longue vie au club de lecture. Tu vas faire. C'est bon.